Bienvenue sur Mobility TV pour parler du défi Tesla. Tesla, cet ovni né à l'été 2003 à Palo Alto en Californie pour révolutionner la mobilité électrique en multipliant les innovations et les ruptures technologiques. Première Tesla en 2008, vendue sur Internet, succès mitigé mais immense curiosité. Alors où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Quels sont les défis que doit relever Elon Musk, le patron, qui n'est pas tout à fait le fondateur, je crois, mais on en reparlera. Et quels sont les défis de ses concurrents? On va voir ça avec nos invités. Jacques Knight, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, normalien, chercheur contributeur à la plateforme Presence, qui rassemble les meilleurs experts, les meilleurs talents, on peut le dire, pour les grands groupes industriels. C'est bien cela? Oui, c'est tout à fait ça. Patrick Pellata, bien connu de Mobility TV. Bonjour Patrick Pellata. Bonjour. Ingénieur, directeur général de Renault, auteur d'un rapport sur le véhicule autonome et les nouvelles mobilités. C'était il y a tout juste un an, je crois, à la demande du président de la République. Il y a un an qu'on travaillait, on l'a rendu... Voilà, vous l'avez rendu en février. Et vous présidez aujourd'hui votre société de conseil qui s'appelle Meta Consulting, c'est bien cela. Bertrand Largy, bonjour. Bonjour. Société des ingénieurs de l'automobile, SIA, qui réfléchit sur l'électrique et les mobilités. Et vous avez travaillé, je crois, sur ces questions chez Renault, c'est bien cela? Oui. Alors... petite question toute simple pour débuter. Votre réaction la première fois que vous avez entendu parler de Tesla, ou que vous avez vu une Tesla? Écoutez, moi j'avais déjà suivi un petit peu l'aventure de Elon Musk. Parce que c'était il y a 16 ans, alors vous aviez quel âge? Je suis pas si jeune que ça en fait. Elon Musk était déjà connu parce qu'il s'était distingué avec son projet SpaceX. Oui. Et mais connu d'une petite population. Ouais, mais c'est devenu la coqueluche de la Silicon Valley assez rapidement en fait. Ouais, et un peu le successeur de Steve Jobs. Et donc c'était un nouveau projet qui s'inscrivait d'ailleurs dans une certaine cohérence. Mais la voiture électrique, enfin le concept, vous vous êtes dit ça va marcher? Ce qui était clair, c'était que c'était révolutionnaire au sens où c'était pour la première fois non pas le défi de faire une voiture électrique, mais de faire une voiture qui soit au top dans sa catégorie. Je pense que c'est ça que tout le monde a pu voir à ce moment-là. Et vous dites que le pari est gagné? Sur le modèle S, indiscutablement, oui. Patrick Pellata, votre réaction la première fois que vous avez vu une Tesla? Ou entendu parler Entendu parler, c'est assez tôt, mais c'était au moment où chez Nissan et chez Renault, on était en train de travailler sur est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas sur le véhicule électrique. Donc pour moi, c'était pas une grande surprise. Il faut rappeler que Renault a été pionnier sur l'électrique. En même temps, on a démarré ces activités en même temps chez Nissan, Renault et chez Tesla. Mais est-ce qu'il y avait du scepticisme chez Nissan, Renault face à Tesla? Non. Il y avait sûrement beaucoup de gens qui étaient sceptiques, ça, je ne veux pas dire le contraire, mais je dirais dans les gens qui étaient déjà en train de travailler sur le véhicule électrique, il y avait beaucoup de curiosité. On aurait bien aimé voir leur plateforme Model S. On savait qu'ils étaient en train de travailler sur une plateforme complètement nouvelle. Nous, on n'avait pas osé aller aussi loin que ça, c'est-à-dire qu'on a fait une plateforme. Alors, on a fait autant d'innovations. C'est des pompes à chaleur, etc., des batteries refroidies. On a fait ces choses-là en même temps qu'eux. On a été copiés longtemps après. Donc, de ce point de vue-là, c'était pas surprenant, mais par contre, on était, et je dois dire a posteriori, quand on a commencé à avoir leur succès, je me suis dit, ils ont fait un truc qu'on n'a vraiment pas fait, c'est que nous, on a fait confiance au gouvernement pour faire les points de recharge, et pas eux. Et ils ont eu raison. Oui, parce qu'ils ont leur propre réseau de recharge. Ça leur a permis de démarrer très fort en Californie, et ensuite, ça a fait boule de neige. Et Renault avait un partenariat aussi avec une société israélienne, mais ça a fini par pas trop marcher, c'est ça? Alors, si on a... oui, enfin, c'est chez Agassi. Bon, j'ai énormément travaillé avec lui, avec sa société qui s'appelait Better Place. Il avait tout parié sur l'interchangeabilité des batteries qu'on a développé, qui marche. Il y a des brevets Renault, il y a des brevets Better Place dessus. Ça marche bien. Hein, c'est pas, par contre, son modèle économique était trop centré là-dessus et donc il a capoté financièrement en Israël. Pour des raisons que franchement on avait deviné, on lui avait dit, mais il était un peu têtu sur ce sujet-là. Bertrand Largy, la première fois que vous avez vu une Tesla? De la curiosité, bien sûr, en tant que technicien. Esthétiquement, ça ne cassait rien. Hein. Au départ, c'était fait sur une Lotus Elise, la première plateforme. Joli, donc, c'était intéressant. Ensuite, une fois qu'on a passé l'époque de la période de scepticisme, en disant comment, avec aussi peu de ressources, ils peuvent faire une voiture, on s'est aperçu qu'ils avaient quand même exploité des ressources du véhicule électrique
de manière intelligente. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire très facilement avec une voiture électrique? C'est de l'accélération. Ça coûte presque rien. Ouais. Et ça, ils ont joué la carte à fond. Et là, ça y va. Et en fait, ils ont très bien tiré parti très vite de ce que pouvait être une traction électrique. Ouais. Plutôt que de singer un véhicule thermique, ça, c'est assez intelligent. Alors, après, ils ont fait, excusez-moi de rajouter un point là-dessus, après, ils ont fait quelque chose de... Enfin, ils ont fait plusieurs choses que permettait le véhicule électrique. Ils possèdent leur réseau parce qu'il y a très peu de maintenance. Ils ont fait un interface utilisateur parce qu'ils venaient du digital dans la Silicon Valley. La fameuse tablette, l'immense tablette. C'est ça, mais qui est remarquable. Que tout le monde a copié, entre guillemets, plus ou moins bien. Oui, mais longtemps après. Ouais. Et ils ont fait un truc dont on parle moins, mais qu'en anglais on dit over the air, ça veut dire qu'ils sont capables de télécharger tout le logiciel de la voiture, y compris le logiciel du moteur, de la suspension. Ils ont une suspension pilotée, ils ont changé le système, ils ont changé le fournisseur des cartes, par exemple. Et ça, il faut savoir que ça, c'est inventé avec la Model S, donc c'est en série en 2011 ou 2012. Ça va être copié seulement maintenant, et c'est pas sur l'ensemble des calculateurs de la voiture, alors qu'eux l'ont fait sur l'ensemble des calculateurs, y compris des calculateurs profonds comme gestion du moteur ou gestion de la suspension de la voiture. Aujourd'hui, avec une Tesla, on a Internet compris dans le prix de la voiture, c'est ça? 10 heures l'abonnement à ce flot de musique ininterrompu. Enfin, ça, c'est des ruptures, ça a l'air de rien, mais pour le consommateur, c'est des ruptures incroyables. Ouais. Ça transforme en fait la voiture en l'équivalent d'une sorte de nouvelle interface comme un smartphone, et ça bouleverse, ça on le voit au niveau de nos clients, les interrogations pour tout ce qui est interface homme-machine, tout ce qui est intérieur des voitures. Donc on travaille avec des équipementiers. Ils se remettent en question. Les équipementiers. Ils sont centrés sur le tableau de bord intelligent, etc. Tout à fait. Nous, on le voit, et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des réflexions qui sont menées sur le cours de plusieurs années, et voilà, on les accompagne aussi bien au niveau de la stratégie que sur certains points technologiques, et enfin jusqu'à la mise en place d'organisations de nouvelles entités qui sont dédiées à ce qu'ils appellent les surfaces intelligentes. Alors aujourd'hui, fin 2019, Tesla a publié, c'était le 23 octobre, des résultats trimestriel meilleur qu'attendu, nombre record de livraisons, etc., etc. Tesla se dit pleinement confiant dans sa capacité à atteindre l'objectif de 360 000 livraisons en 2019. C'est très peu. Non, c'est pas très peu, parce que d'abord c'est sur peu de voitures. Et donc c'est des séries. Le grand défi de Tesla, c'était d'arriver avant que tout le monde y soit sur la grande série automobile. Et je pense qu'ils y sont. Est-ce qu'ils en tirent encore tous les profits, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont les mêmes coûts que les autres? Je ne crois pas sur la partie classique de la voiture. Par contre, sur l'architecture électronique, sur le moindre nombre de calculateurs, et en bénéfice client sur l'interface utilisateur, on vient d'en parler, ils possèdent leur réseau, donc ils contrôlent, ils ont la relation directe avec le client, c'est absolument remarquable. Le superchargeur qui vous permet de faire Paris, Nice, Bordeaux, Toulouse. Ils ont la recharge, mais comme ils possèdent leur réseau, en tout cas dans la plupart des pays, pas partout, mais dans la plupart des pays, ça veut dire qu'ils ont la relation directe avec leurs clients. Ils connaissent leurs clients, ils savent gérer à la voiture des incidents qui pourraient etc. On est jamais seul dans une Tesla, c'est-à-dire qu'on est en interface avec en cas de problème. Hein. Oui. Ça existe dans d'autres voitures. Par contre, ils sont capables d'intervenir sur votre voiture si c'est nécessaire. Et ça c'est ce que j'appelle le over the air en anglais, qui est très important. C'est-à-dire, je suis capable de télécharger des logiciels dans la voiture, de les modifier, de faire de la substitution. Et ça permet de faire énormément de choses. Bertrand Largy. Et c'est un avantage économique important. Donc, d'un côté, ils n'ont pas la série les 10 millions de voitures que fait Volkswagen, mais quand même avec beaucoup de voitures. Ouais. Mais en gros, on est bien dans l'automobile quand on fait 500 000 voitures, si vous voulez. Donc, les marges sont énormes, non? Et leur marge, sur une Tesla. Le profit marginal, il est sûrement relativement élevé. Par contre, ils ont encore des frais fixes importants. Mais par contre, ils ont, je vous dis, des avantages technologiques qui leur permettent de réduire leurs coûts. Et ça, je pense que ça pèse lourd dans la balance. Et plus ils vont augmenter en volume,
plus ça va être visible. Bertrand Largy, de qui sont-ils dépendants? Les batteries, par exemple, qui les fabrique, qui les achète? Les batteries au départ, c'est un partenariat avec Panasonic. Ouais, donc la chimie des batteries qu'il y a dans les Tesla jusqu'à maintenant, c'est une chimie qui est issue de Panasonic. Alors ensuite, maintenant, est-ce qu'ils en sont encore dépendants? Ça, j'en sais rien. Mais je pense qu'ils ont pu. C'est-à-dire l'usine du Nevada, elle est toujours faite avec Panasonic. C'est-à-dire que dans l'usine, vous avez la fabrication des cellules et des modules qui est faite par Panasonic, et le packaging batterie, etc., qui est fait par Tesla. Panasonic est hébergé dans l'usine de Tesla qu'on appelle la Gigafactory. Mais on lit qu'ils sont en train de discuter un petit peu avec d'autres électrochimistes en Chine. Ouais. Une Gigafactory à Shanghai qui a une capacité de production annuelle de 500 000 voitures. Ça, c'est au programme. On verra ce qu'il en est. Ils ont sorti une espèce de monstre sorti de nulle part, là, de Mad Max, de je sais pas quoi. C'est le fameux Cybertruck qu'on a vu ces jours-ci, un pick-up électrique incroyable, 200 000 précommandes. C'est extraordinaire, non? Pour $100 pour précommander. Oui, c'est ça. Il faut savoir que quand ils avaient sorti la Model 3, qui est vraiment leur voiture, la voiture qui les a amenés au niveau de l'industrie automobile, on va dire, c'était 1 000 € quand même. Mais ils avaient eu 400 et quelques mille précommandes. Là, il a baissé. Je pense qu'il y a beaucoup de curieux dans le. Qui n'iront pas au-delà des $100. Ils veulent voir. Curieux, parce que la voiture, elle est quand même, elle décoiffe là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui travaillez sur toutes ces questions, notamment l'esthétique, etc. Ce truc là. Écoutez, ça casse les codes et ça suscite, ça fait beaucoup jaser. Je pense qu'on est peut-être moins habitué au pick-up en Europe et qu'on ne comprend peut-être pas l'engouement que ça peut susciter ailleurs. Le pick-up, c'est exclusivement les États-Unis ou c'est le monde entier? Non, il n'y a pas de pick-up en France, très peu. Très peu. Il y a des pick-up, par exemple en Thaïlande, il y a quelques pays, l'Indonésie, etc. Mais par contre, c'est des pick-up Amérique latine aussi. C'est des petits pick-up et c'est des pick-up qui servent pour transporter n'importe quoi. Donc c'est très flexible. On a une très grosse machine, enfin on a un gros truc, visiblement. Je ne vais pas monter dedans, mais. Je pense que le succès des pick-up est parfois assez étonnant parce que, par exemple, les guérillas utilisent ce genre de pick-up Toyota. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et certains imaginent déjà des Cybertrucks montés d'armes. Bon, peut-être que ce ne sera pas encore le cas, mais Mad Max, ce sera effectivement Mad Max avec l'énergie électrique. Je pense que c'est intéressant, c'est la Gigafactory, en fait, ça a été, je pense, un des aspects clés pour la stratégie de Tesla. En fait, parce que ce qu'ils veulent livrer, c'est pas juste des voitures, en fait, c'est des usines, en fait. C'est l'idée d'avoir des usines à usines, en fait. Il va y en avoir une à Berlin. Ouais, c'est ça. Ça a fait grand bruit, ça devait être pour l'instant, peut-être en région parisienne, mais ça a été rapide. Gigafactory peut être mis en question. Il y a beaucoup d'interrogations aussi sur la rentabilité. Qu'est-ce qu'on fait dans une Gigafactory par rapport à une usine classique? On fait des batteries. On ne monte pas la voiture. Non. Les batteries qui sont faites dans le Nevada, elles sont ensuite transférées vers l'usine de Fremont en Californie, juste au sud de la Silicon Valley, enfin en face de la Silicon Valley, et elles sont mises dans les voitures à cet endroit-là. Et pourquoi de 6 gigas, autant de gigafactories, j'allais dire? Il y en a une à Shanghai, une à Berlin, etc. Gigafactory, ça veut dire c'est la capacité, c'est un gigawattheure de capacité des batteries qui sont produites à l'année. C'est ça que ça veut dire Gigafactory. Elon Musk, c'est un grand champion de la communication. Il en faut beaucoup des Gigafactory dans le futur. Ah oui, d'accord. Donc celle de Berlin, par exemple, elle va servir l'Europe, on n'en sait rien. Je sais pas, mais bon, quand on parle au début, la première Gigafactory qui a été annoncée, elle était pour 3,2 gigawattheures par an. Si on regarde les projections de besoins en batterie dans 5 ans, dans 10 ans, on parle de 500-600 gigawattheures dans 5 ans, on parle de 1000 gigawattheures, de plus d'un térawattheure dans 10 ans, voire un peu plus. Donc c'est 300 fois la Gigafactory de la première. Donc il en faut beaucoup. Puisqu'on parle des batteries, est-ce qu'il s'intéresse au recyclage, Elon Musk, ou pas? Ou est-ce que...
Oui, alors ils sont... Les batteries, avant de les recycler, on peut les utiliser plusieurs fois. Oui, et ça, il a fait un truc intéressant. Je ne sais pas si financièrement il s'en sortira, mais c'est qu'il a aussi acquis une boîte qui avait été montée par ses cousins et qui installe des panneaux solaires sur les maisons en Californie et les batteries qui permettent de stocker l'énergie pendant la journée pour les restituer le soir au moment où on a besoin d'électricité, avec un bilan économique pour les utilisateurs en Californie au prix de l'électricité qui est intéressant, et de l'intelligence derrière ça, comme toujours chez Elon Musk, le software est important. Et donc la Gigafactory, elle fabrique des batteries pour les voitures, elle fabrique aussi des batteries pour les maisons. Et il a commencé déjà à vendre des entités énormes. Hein. J'en ai une en tête en Australie, là, avec une capacité de stockage électrique qui aide le réseau électrique australien à fonctionner normalement et à éliminer les pics de demande. Et donc il a, comme vous le disiez tout à l'heure, il a commencé à travailler sur un nouvel écosystème, les voitures, les recharges, l'usine de batterie, mais aussi l'usage de la batterie après les voitures ou en parallèle avec les voitures, parce que, et ça c'est quelque chose que, entre parenthèses, Nissan a fait dès après le tsunami de 2011 au Japon, où on a commencé à utiliser des batteries de voitures pour aller apporter de l'énergie dans des maisons, des mairies, enfin des bureaux provisoires, etc., etc. Peter Knight, il pense pas qu'automobile ou mobilité, il pense à... puisqu'il veut aller dans l'espace, il veut... Ah, je pense qu'il veut rouler en voiture électrique sur Mars, c'est ça? C'est ça. Ah bah oui, c'est pas mal ça. Mais cela dit, bon, là on a l'aspect, effectivement, le storytelling qui est assez génial d'Elon Musk, mais il y a beaucoup de difficultés aussi, il y a beaucoup de gens qui parient à la baisse sur Tesla. Donc en fait, je voulais un peu peut-être lancer justement cet aspect-là, qui est le modèle 3, la production était entourée de beaucoup d'incertitudes, est-ce qu'ils allaient atteindre les niveaux qui allaient satisfaire les marchés. Et par ailleurs, il y a eu des problèmes avec une des gigafactories, je crois que c'était... Bon, une autre Gigafactory dans le Midwest et pas très loin des chutes du Niagara, je ne sais plus le nom, et qui a coûté beaucoup d'argent mais qui n'a rien livré. Et par ailleurs, Solar City, beaucoup de difficultés aussi pour transformer ça en succès en fait. Il y a pas mal de difficultés en fait qui sont... Moi je recommande aux gens qui écoutent l'émission de lire la biographie de Elon Musk parce qu'elle est qui parle plus de SpaceX que de Tesla, mais qui parle beaucoup des deux. Elon Musk, il prend beaucoup de risques. Quand il a fait le Model X, il l'a reconnu après. Hein, il a pris des risques inconsidérés avec les porte-papillons. Qui lui ont coûté 3 ou 4 mois de retard. Les sièges, on en a moins parlé, mais il a voulu mettre des sièges monopieds, mais vous mettez un Américain de 130 ou 140 kilos sur un piège monopied dans une voiture qui va décélérer à 30 G, c'est difficile à reprendre. Donc ils ont ramé pour arriver à faire tenir les sièges en choc. Donc il a toujours pris des risques, et je pense quelquefois au-delà du raisonnable, ce qui quelque part veut dire qu'en management, de temps en temps, il n'écoute pas des gens qui lui disent vaudrait mieux pas faire ça. Ou alors il y a une ambiance qui fait que les gens n'osent pas lui dire qu'il faudrait pas faire ça. Ça, je dirais, un de mes copains qui a travaillé quand j'étais à San Francisco, là, qui travaillait chez Tesla, m'avait dit Musk, c'est l'atout numéro 1 de Tesla et c'est le danger numéro 1 de Tesla. Donc il prend des risques. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, la Model 3, par exemple, la Model X, je pense qu'il a vraiment fait une bêtise en perdant trop de temps sur cette voiture-là. Mais la Model 3, ils ont peiné à monter en production, vous avez raison, mais ça, c'est la courbe d'apprentissage de l'automobile. C'est une industrie qui a un siècle. Hein, maintenant, si je prends l'exemple de Renault, 120 ans, un peu plus, 121 ans. Donc, c'est une industrie qui a accumulé énormément d'expérience et vous rattrapez pas ça
même en 10 ans, quoi. Lui, ça fait 15 ans 16 ans maintenant qu'il est sur le sujet, et il a encore des difficultés. Ceci dit, ces difficultés, elles sont maintenant petites par rapport aux avantages qu'il apporte. Et donc, je dirais que les chances qu'il a de s'installer comme un vrai constructeur automobile, maintenant, elles commencent à être significatives. Il a de l'avance dans tous les domaines. Il vend même des droits à polluer à Fiat Chrysler, si j'ai bien dit. C'est-à-dire qu'il est vraiment... bon. Il y a une petite remarque quand même que j'aimerais faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on associe... Enfin, effectivement, il a ouvert une voie qui est le véhicule électrique haut de gamme, certes. Il faudrait se garder de considérer que c'est la seule voie, que le véhicule électrique, c'est forcément un véhicule qui fait 500 chevaux ou 350 kW. Mais regardez, la Zoé marche très bien. Non pas, pas financièrement, je crois que Renault perd encore de l'argent sur la dernière Zoé, même sur celle qui vient de sortir. Je crois pas. Ah bon, c'est ce que j'ai lu, mais bon... Admettons. C'est parfait. Peut-être que Elon Musk, ça n'intéresse pas les petites voitures non, mais comme la Zoé. C'est ça. C'est pas la seule voie pour faire du véhicule électrique, et c'est peut-être pas non plus la voie la plus éco-friendly. Hein. Oui, d'accord. Hein, très concrètement, Renault, parlons-en. J'avais remarqué quelque chose d'intéressant, qui était qu'en Chine, le marché des véhicules électriques dans les villes de ce qui s'appelle de troisième rang, en fait, il est assez vaste, mais c'est un marché inofficiel. C'est tout petits véhicules électriques, assez lents. Et Renault, depuis 1 an, et je crois que c'est en train d'arriver maintenant, a développé une Kwid électrique, justement, pour essayer d'entrer à ce niveau-là. Je trouve ça, c'est des perspectives qui permettraient de renouer un peu avec des success stories de Renault, avec des voitures à vivre, des choses qui sont vraiment adaptées à un besoin, et qui relanceraient cette entreprise. Un dernier mot, une Tesla ne coûtera jamais moins de 30 000 $, 35 000 $. Non, moi Ou est-ce que ça va baisser? Et on se quitte là-dessus. Je pense que le but d'Elon Musk, c'était pas de faire des voitures de luxe, c'était de faire des voitures électriques. Et il a pensé, et ça se défend, que pour démarrer quand on n'a rien d'autre, on n'a pas de gamme, on n'a rien, il valait mieux démarrer par le haut de gamme. Ce qu'il a fait, mais il est clairement en train de descendre. Ils vont sortir la modèle le Y, là, 35 000 $, quelque chose comme ça. Non, mais je pense, moi, qu'ils se feront des voitures plus bas que ça, mais après. Ouais. Et là, après, effectivement, tout est possible. Ça peut devenir un généraliste de l'électrique. C'est clairement le pari, c'est vraiment de se substituer à l'ensemble de l'industrie, en fait. Hein. En tout cas, je ne sais pas si beaucoup de gens y croient encore à ça, mais c'est ça le pari. Chapeau l'artiste. Merci à vous tous. On se retrouve dans peu de temps, dans quelques mois, pour faire le point sur Tesla.